Bonjour et bienvenue à la 8e édition du Printemps de l'économie, une édition consacrée au thème guerre et paix, un petit clin d'œil à Tolstoï pour parler de guerre économique, guerre commerciale, risque de conflit, guerre sociale, guerre sanitaire, guerre contre le virus, nous a dit le président de la République lors du confinement. Et effectivement, c'est dans une ambiance un petit peu particulière, vous le voyez, sans public. Ça fait un petit peu bizarre de ne pas vous avoir avec nous, mais nous avons eu un record d'inscription et vous êtes normalement plus de 20 000 inscrits et c'est derrière vos écrans que vous allez assister au débat. On aurait bien évidemment préféré vous avoir ici avec nous, mais c'est comme ça, règles sanitaires obligent. Et donc, nous allons entamer cette 8e édition qui a été possible grâce à nos mécènes, l'INSEC-U, la Caisse des dépôts, la Banque de France, l'Académie de Paris, grâce à nos mécènes, le Crédit Agricole, la Banque Populaire, Bred Banque Populaire pour être plus précis, Xerfi, et tous nos autres partenaires habituels que vous connaissez bien et dont vous allez voir les logos défiler tout en haut à la droite de l'écran. Cette édition n'a été possible, bien évidemment, que parce que il nous a fallu trouver un lieu. Vous savez que le printemps était prévu au mois de mars. 15 jours avant, on a eu le confinement. On a donc été obligé de reporter le printemps en automne. Et sur ces dates-ci, nous aurions normalement dû être à Dauphine, à l'École d'économie de Paris, au CNAM. Mais nombreuses de ces salles ont fermé leurs événements au public. Et donc, c'est grâce à monsieur le proviseur du lycée Raspail, qui est un lycée technique, un lycée des métiers, qui dispose d'un bel amphithéâtre, certes vide, mais d'une régie technique derrière, qui est quand même extrêmement bien et qui nous permet de faire cet événement en streaming. C'est donc grâce à monsieur le proviseur du lycée Raspail qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir démarrer non seulement l'édition, mais également cette première session. Écoutez, nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous êtes effectivement dans un lycée technique, lycée des métiers, énergie, environnement. Notre public, c'est pour plus de 70%, ce sont des étudiants. Et c'est un lien très fort avec les entreprises. Et je dirais que votre présence, finalement, permet de mettre en lumière ce lien entre technologie, technique et économie. Et en ce sens, je trouve que votre présence est très légitime. Et je suis en tous les cas très heureux de vous permettre de mener à bien ce printemps de l'économie. Bonne séance à vous. Merci beaucoup. Alors, pour lancer la 8e édition, maintenant, l'ouverture officielle va être faite par Olivier Faron, administrateur général du CNAM, une très belle maison, une historique maison, et pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, ou pas encore en tout cas, le CNAM est, avec les économiques, l'association que je préside, un des partenaires fondateurs du Printemps de l'économie. Olivier, c'est à vous. Le CNAM entretient avec des établissements comme vous un lien très fort et puis je salue tous les collègues présents, tous les amis et puis tous ceux surtout qui nous suivent en ligne. Très heureux de participer à ce moment important. Cela a été rappelé, la manifestation devait se dérouler aussi au CNAM et nous espérons évidemment que ça sera pour l'année prochaine. Je voudrais saluer la décision de Pierre-Pascal Boulanger d'avoir porté dans ce moment difficile, d'avoir porté l'ambition du Printemps de l'économie contre vent et marée, j'allais dire surtout contre la Covid. Cette 8e édition et le fait qu'elle se tienne est en soi un message fort. La connaissance, la compétence doit avancer, surtout dans un domaine majeur comme l'économie, dont chacun mesure combien il est encore mal maîtrisé, trop mal maîtrisé par beaucoup de nos concitoyennes et nos concitoyens. Je salue évidemment la richesse du programme, à commencer par le premier moment qui va se dérouler dans quelques instants, la qualité des intervenants, le fait qu'il y ait autant des chercheurs, des enseignants-chercheurs que des grands professionnels, des grands responsables de l'économie, de la finance, des représentants donc de l'entreprise comme du monde de l'enseignement supérieur. Le CNAM, ça a été rappelé par Pierre-Pascal il y a quelques instants, est fier d'être un partenaire non seulement scientifique, mais j'allais dire aussi historique.
Et je salue tous les collègues du conservatoire, de tous les établissements mobilisés. Un salut tout particulier à Alexis Collomb et Christian Saint-Étienne qui vont diriger un moment. Ce seront 4 jours de débats intenses, un public large, composé, et il faut y insister, de beaucoup de jeunes. L'année dernière, la jauge était autour de 10 000 personnes et plus de la moitié de jeunes, et c'est ça aussi un message important, qui vont apprendre, débattre, discuter, commenter, cette fois-ci à distance, mais intensément. Sur un sujet majeur qui est celui de guerre et paix. Et évidemment, ça a été rappelé, c'est un sujet qui est un sujet extrêmement large, extrêmement sensible et qui permet de traiter différentes questions. Hier, nous avons publié un rapport sur la question des nouveaux risques où, bien sûr, la question du conflit était centrale. J'en prendrai juste un exemple, ou plutôt 2 exemples. Le premier exemple, c'est toute la question des cybermenaces qui seront très importantes dans cette manifestation. Et il y a eu il y a quelques mois une présentation de cette question des cybermenaces et il y avait un document qui était très illustratif. C'est pour ça que je le reprends. C'était celle de l'attaque des hackers chinois qui, le 25 décembre, choisissaient d'attaquer les jouets des enfants occidentaux. Et vous voyez brusquement la carte du hacking exploser les 25 décembre. Je prends cet exemple-là parce que je crois que c'est un bel exemple d'une guerre économique qui devient aussi choc de civilisation. Et il y a tous ces enjeux entre les grandes puissances économiques, politiques, géopolitiques du monde. Et puis aussi, vous me permettrez d'insister sur un point parce que ça renvoie un peu je dirais, à ce que nous essayons de faire au conservatoire. Quand on parle de guerre, économique ou non, il y a des victimes. Je salue l'initiative d'ailleurs de projeter ce très beau film de Ken Loach sur l'économie ubérisée. Je pense que c'est un message extrêmement important. J'avais pu travailler personnellement sur les victimes de guerre, notamment les orphelins, et il faut mesurer combien les traumatismes se perpétuent. En ce sens, je crois que ce printemps de l'économie, c'est bien sûr une réflexion, mais c'est aussi, comme on disait au XXe siècle, une recherche-action, la construction de propositions. Nous nous retrouvons au conservatoire sur ce combat contre le chômage qui se gagne dans les territoires. C'est par exemple des grands sujets, des grands domaines sur lesquels chercheurs, praticiens, intervenants, membres de l'économique, nous avons à gagner. C'est là qu'évidemment nous allons gagner cette bataille de la relance qui est essentielle pour notre pays. Donc oui, ça sera un combat pour l'économique, mais aussi pour le social, et c'est évidemment très important. Puis en définitive, nous allons traiter ces grandes batailles, ces grandes guerres, ces grandes paix, mais bien sûr, je voudrais conclure sur la seule bataille qui mérite, à mes yeux, d'être menée en profondeur et toujours, et quoi qu'il arrive, c'est bien sûr celle de la connaissance. Nous avons à faire savoir, nous avons à diffuser, nous avons à faire connaître, nous avons à réfléchir ensemble. Et je suis sûr que ce très beau printemps de l'économie 2020 en sera la merveilleuse illustration. Donc, je souhaite à tous les collègues réunis, je souhaite à tous les organisateurs d'une organisation exceptionnelle le plus beau des succès, je n'en doute pas. Et l'année prochaine, au printemps, nous nous retrouverons rue Saint-Martin pour un nouveau moment. Merci beaucoup. Merci Olivier d'avoir fait l'ouverture de cette 8e édition. Et avant de lancer la session Guerre et paix au XXIe siècle, la course au leadership mondial, la nouvelle donne que les économiques organisent avec la tribune, avec un panel exceptionnel puisque nous avons Anne-Laure Delatte, nous avons Natacha Valla,
nous avons Olivier Pastré, nous avons Patrick Artus, Michel Aglietta, Jean Pisani-Ferry et bien évidemment l'ami Philippe qui va animer, comme il sait très bien le faire, les débats. Avant de lancer les débats, on va vous donner les résultats du sondage OpinionWay que nous avons réalisé en 2 vagues. Une première vague au mois de mars. On ne s'attendait pas à avoir une deuxième vague de sondage puisque nous ne savions pas à l'époque que le printemps de l'économie allait être reporté à l'automne. Et donc à l'automne, nous avons reposé les questions identiques à un panel identique afin de voir comment l'opinion avait évolué entre mars et octobre. C'est-à-dire qu'entre-temps, vous savez, vous avez eu la pandémie, le confinement, le déconfinement, et maintenant ce que l'on nous annonce comme étant le début officiel de la deuxième vague. Alors, la méthodologie, je vais passer très vite sur ce point. La première vague a été réalisée le 19 et le 20 février et la deuxième vague entre le 23 et le 24 septembre sur un échantillon représentatif de la population française. Les résultats. Alors, en mars 2020, quand on a posé la question pensez-vous, diriez-vous que les espaces géopolitiques sont plutôt en paix ou en guerre? Au plan économique, bien sûr. On avait déjà en mars 57% des Français qui pensaient que les États-Unis et la Chine l'étaient. 47% pensaient que le monde l'était de manière générale. 46% les États-Unis et l'Union européenne. 43% la Chine et l'Union européenne. Les pays européens entre eux et la France, après le mouvement des Gilets jaunes et après les mouvements sociaux sur la réforme des retraites, apparaissant comme relativement épargnés. Nulle surprise quand on demande, sans leur citer de nom, de dire quel personnage symbolise pour eux le mieux la guerre économique, c'est Donald Trump, le grand méchant, qui à 29% est cité par 29% des sondés. De manière surprenante, Xi Jinping n'est qu'à 1%, 29 fois moins. Pourtant, la guerre commerciale est quand même a été déclenchée essentiellement entre ces deux puissances. Mais pour les Français, celui qui a tout déclenché, c'est vraiment Donald Trump et non pas Xi Jinping. Ensuite, on les a interrogés, ça date toujours du mois de mars, sur les principales sources de conflits mondiaux. Et on voit que la première source de conflit pour eux, c'est la guerre entre les grands pays pour accéder aux ressources, aux minerais, énergie, pour 50% d'entre eux, 49% les migrations, 38% les inégalités dans le monde. Le dérèglement climatique arrive en 4e position, 28%, après les différents commerciaux. Ces principales sources de conflits mondiaux ne sont pas pour autant, pour eux, leur premier sujet d'inquiétude. En mars, leur premier sujet d'inquiétude, c'était le dérèglement climatique, 52%, la mainmise sur les données personnelles des gens du numérique, 48%, les migrations, 46%, la lutte entre les grands pays pour l'accès aux ressources, 44%, et l'avenir des retraites, à 44% également. Je me base ici uniquement sur les 5 premiers. On voit que la part d'inquiet, quel que soit le sujet de société, est toujours plus importante que la part des Français qui s'estiment sereins. Alors, je sais que Alain Minc parlerait du légendaire pessimisme des Français plus pessimistes que les Afghans, mais dans la situation exceptionnelle dans laquelle on est, et on va voir maintenant ce que disent les Français au mois d'octobre, comment a évolué l'opinion, peut-être que là, pour une fois, les sujets d'inquiétude des Français sont tout à fait légitimes. Alors, nous avons ici l'état d'esprit des Français, même question, posée dans les mêmes termes, cette fois-ci au mois d'octobre. Alors là, on voit tout de suite que sur tous les sujets de société, il y a un léger tassement de la part des inquiets.
On n'ira pas jusqu'à dire que les Français sont légèrement plus sereins, puisque, encore une fois, la part des inquiets est nettement supérieure à la part des sereins, mais on a quand même un léger tassement du degré d'inquiétude, quel que soit le sujet. Alors, est-ce qu'il y a une espèce de fatalisme, de résignation? Est-ce qu'après la pandémie, le confinement et tous les événements qui ont suivi, s'est installée une certaine habitude à ces sujets? Mais enfin, en tout cas, on peut le noter. Le dérèglement climatique est toujours en tête, 45%. L'avenir des retraites, 43%. Les migrations, 41%. Les épidémies, 38%. Quatrième place, on aurait pu s'attendre à ce que les épidémies arrivent peut-être en première ou en deuxième position. Et la mainmise sur les données personnelles des gens du numérique à 37. Si on fait rapidement un comparatif sur la slide suivante, sur l'évolution de la hiérarchie des sujets d'inquiétude, on voit que l'effet de la pandémie et l'insécurité économique qui en est la conséquence ont modifié cette hiérarchie. Et que si le dérèglement climatique reste bien en tête des préoccupations, on voit que l'avenir des retraites, qui était en 5e position, arrive en 2e position. Les migrations, ça ne change pas, en 3e place. Et les épidémies, qui étaient le 7e sujet d'inquiétude, deviennent le 4e sujet d'inquiétude. Donc, en mars, on avait une espèce de mélange de sujets d'inquiétude qui étaient liés à des choses très proches d'eux et très éloignées d'eux. Et là, on voit qu'il y a un recentrage des préoccupations des Français sur ce qui risque de les toucher vraiment au plus près. La conséquence, c'est la position des Français quand on leur demande s'ils sont plutôt favorables au libre-échange et au protectionnisme. Alors, en mars, enfin, on les a publiés en mars, mais en fait, la vague a été faite fin février. 51% des Français se disaient favorables au protectionnisme, 46% au libre-échange. On voit que là, c'était une légère majorité. On peut dire que les deux camps étaient quand même relativement équilibrés. Cette division des Français en deux blocs quasi égaux, on l'a retrouvée également sur l'effet de l'appartenance de la France à l'Union européenne, où grosso modo, un léger avantage disait que l'Union européenne les protégeait plutôt que l'inverse. Comment ça a évolué depuis, puisque les médias ont beaucoup parlé des failles de la mondialisation, le manque de masques, des médicaments, des composants importants de l'industrie pharmaceutique qu'on ne produisait plus. Eh bien, les Français sont désormais favorables à 60% au protectionnisme, un bond de 9 points. Et les partisans du libre-échange baissent de 11 points. Un gros tiers des Français se déclarent favorables plutôt au libre-échange. Alors, c'est vrai, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, que ce soit en mars ou que ce soit en octobre, plus de 50% des CSP+, donc des CSP dites favorisées, étaient favorables au protectionnisme, ce qui d'ailleurs nous avait étonnés. On s'attendait à ce que ce soit plutôt les CSP défavorisés, mais même les CSP+. Grosse surprise en octobre, non seulement l'adhésion au protectionnisme a augmenté, quel que soit le statut professionnel, et quel que soit l'âge. La grande surprise, c'est les jeunes, les 18-24 ans, qui se déclarait à 60% en mars en faveur du libre-échange. On voit tout de suite que 37% étaient en faveur du protectionnisme, soit nettement moins que les 50-64 ans qui étaient, eux, à 59% favorables au protectionnisme, soit 8 points de plus que la moyenne. Vous voyez que l'écart était très grand. En octobre, cet écart s'est terriblement réduit, puisqu'on voit que même chez les jeunes, 49% d'entre eux sont partisans du libre-échange, c'est-à-dire une baisse de 11 points, et 44% sont désormais favorables au protectionnisme. L'écart entre les partisans du protectionnisme et du libre-échange chez les 18-24 ans était donc de 23 points en mars, et maintenant il n'est plus que de 5 points. Quand on interroge les Français sur, pour améliorer les choses, quel serait le niveau d'action le plus efficace, on voit tout de suite que c'est le niveau national qui l'emporte sur, on a mis une petite barre, donc vous avez les 7 premiers domaines tout en haut, où là, on a plus de 50% des Français qui estiment que pour améliorer les choses, le niveau d'action le plus efficace, c'est le niveau national et le niveau
local. On voit que sur aucun des sujets, sauf un, l'Union européenne est considérée comme étant le bon niveau d'action. Alors, en mars, il n'y avait aucun niveau d'action. En octobre, il y en a un seul d'une courte tête. L'Union européenne est jugée comme étant le niveau le plus efficace pour lutter contre l'instabilité financière. Vous avez à droite du graphique, vous avez le gap très positif, l'augmentation en nombre de points des Français qui estiment que c'est le niveau national ou local qui, pour eux, serait le plus efficace. Quand on compare mars et octobre, on voit qu'en mars, seuls dans 5 domaines, le niveau national et local étaient considérés comme les meilleurs: éducation, emploi, protection sociale, santé, sécurité. On pourrait dire rien d'étonnant. Et en octobre, on est passé de 5 à 7, ce qui veut dire que les Français sont de plus en plus, exprime une demande de plus en plus importante d'action au niveau de l'État. Il est jugé le plus légitime et le plus efficace pour faire cela. Et on voit que non seulement la proportion de Français augmente, mais le nombre de domaines augmente également, puisqu'à ces 5 premiers se sont rajoutés la lutte contre les inégalités, l'innovation et la politique commerciale. Ce qui est assez cohérent avec l'augmentation de la part d'entre eux qui se déclarent en faveur du protectionnisme. Quelles devraient être, selon eux, les priorités de l'Union européenne? Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'on pourrait déduire de la question suivante que puisque l'Union européenne n'apparaît pas comme le niveau le plus efficace, il y a une certaine désaffection vis-à-vis de l'Union européenne. Mais quand on leur demande quelles devraient être les priorités de l'Union dans la prochaine décennie, priorités qui, si peut-être elles étaient adoptées, entraîneraient une nouvelle adhésion de l'opinion à l'idée de l'Union européenne, arrivait en tête en mars développer un modèle social européen. En second, développer une politique industrielle européenne pour qu'apparaissent de grandes entreprises européennes. En troisième, redonner aux pays membres plus de souveraineté. En quatrième, approfondir l'intégration avec un petit nombre de pays plutôt qu'à 27. Et en cinquième, mettre en œuvre un protectionnisme européen. En octobre, qu'en est-il? Le modèle social européen reste en deuxième position. La slide va réapparaître. Voilà. Développer un modèle social européen perd quelques petits points, mais reste en deuxième position. En premier, c'est désormais développer une politique industrielle européenne pour qu'apparaissent de grandes entreprises européennes. Mettre en œuvre un protectionnisme européen augmente également et passe de la 5e à la 3e priorité. Approfondir l'intégration européenne à la 4e place, ça augmente aussi. Redonner aux pays membres plus de souveraineté, ça dégringole à la 5e place avec une baisse de 4 points. Il est loin le temps où, quand on évoquait les difficultés de l'Union européenne, on parlait de l'euro ou des critères du pacte de stabilité et de croissance. Donc voici désormais quelles sont, pour les Français, les priorités que devrait avoir l'Union européenne pour la prochaine décennie. Que ce soit à l'État ou que ce soit au niveau de l'Union, grosso modo, c'est plus de protection et pas forcément la protection traditionnelle telle qu'on l'entend, mais en tout cas une politique visiblement plus agressive. Je vous remercie. Philippe, c'est à toi. Merci. Je ne sais pas si le micro marche. Est-ce que je vais d'abord vérifier si chacun de mes intervenants a son micro? Natacha, c'est celui-là. Alors, Michel Agliata n'a pas de micro. Il faudrait lui en donner un. Oui, mais il n'est pas... Un petit coup de désinfection. Un petit coup de désinfection. Anne-Laure, vous avez un micro. Et Patrick? Pas de micro pour Patrick. Alors, sinon, il y a celui-là qu'il faudrait désinfecter. Voilà. On respecte les règles sanitaires. Tout ira bien. Et ça sera peut-être mieux de nous. Alors, je crois que dès lors que nous avons tous un micro qui bien, ceux qui le souhaitent peuvent enlever leur masque. En tout cas, moi, ça sera simple pour vous parler.
Je suis ravi, donc je m'appelle Philippe Mabi, je dirige la rédaction du journal La Tribune, qui est un journal essentiellement en ligne aujourd'hui, même si nous avons lancé une nouvelle revue. Nous avons publié d'ailleurs les résultats du sondage que vous venez de voir dans un excellent article d'un certain Pierre-Pascal Boulanger sur le site de La Tribune ce matin à 8 h. Donc, si on comprend bien le sondage tel qu'il a été commenté, il s'est passé quelque chose quand même depuis le mois de mars d'assez important en France, quand on interroge les Français, mais également dans le monde. Et dans la question qui nous est posée pour cette session inaugurale de la course au leadership mondial, est-ce qu'il y a une nouvelle donne? Ce qui va être intéressant avec les intervenants que je vais vous présenter, c'est peut-être d'examiner entre les tendances qui étaient déjà à l'œuvre avant le confinement et la crise sanitaire, et le sentiment que le temps est accéléré maintenant depuis cette crise sanitaire, et probablement avec des transformations structurelles profondes. Quelle nouvelle donne peut-on attendre? Alors pour en parler, nous avons un panel tout à fait exceptionnel. À ma droite, vous allez prendre la parole dans une minute, je présente juste tout le monde. Michel Aglietta, qui est professeur émérite Université Paris 10 Nanterre, conseiller au CEPI. Vous avez à sa droite Patrick Artus, qui est chef économiste de Natixis et professeur associé à Paris School of Economics. Vous avez à la droite de Patrick Anne-Laure Delatte, qui est chargée de recherche au CNRS, Université Paris-Dauphine. À ma gauche, Natacha Valla, qui est doyenne de l'école de management et d'innovation de Sciences Po. À ses côtés, Jean Pisani-Ferry, qui est titulaire de la chaire Tommaso Padoa-Schioppa et l'Institut universitaire européen de Florence. Et enfin, vous avez tous reconnu le brillantissime Olivier Pastré, qui est Olivier, professeur d'économie à l'Université Paris 8 et qui signe un livre avec Patrick Artus sur les conséquences de la crise du Covid. Petite pub au passage, mais vous pouvez faire la pub sur chacun de vos livres parus ou à paraître. Alors maintenant, on va commencer le débat. Peut-être avant qu'on échange tous ensemble, on va écouter peut-être votre réaction à la situation qui vient d'être décrite, et peut-être aussi nous décrire ce que vous observez. Donc Michel Aglietta, je pense que ça serait important de commencer avec vous, d'avoir une vision un peu historique, une vision un peu de rappel finalement de cette course au leadership. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Rappelons qu'on est dans un contexte particulier, puisque dans quelques semaines, on saura qui sera le nouveau président des États-Unis. Est-ce que ça changera quelque chose? Fera peut-être partie du débat. Et puis, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une montée en puissance de la Chine, donc au point qu'on parle d'un G2 mondial, avec la question qui a été posée du rôle de l'Europe. Donc, quel tableau historique, quelle perspective dressez-vous? Vous avez une petite dizaine de minutes, Michel. Bon, merci beaucoup. En effet, l'habitude que j'ai eue depuis que j'étudie l'évolution du capitalisme, ça fait pas mal d'années, c'est d'inscrire la logique des transformations du capitalisme dans l'histoire. Et en effet, l'histoire est vraiment très importante. Et je reprends surtout la synthèse formidable de Fernand Braudel, parce qu'elle enseigne que le capitalisme a toujours été, depuis son émergence au XIIIe siècle d'ailleurs, à la fois global et inséré dans des structures sociales différenciées. Depuis l'affirmation des nations à partir du XVIIe siècle, ces structures sont unifiées dans des espaces politiques rivaux. Et c'est là qui est intéressant, les aires de stabilité ont toujours été celles où s'impose une puissance hégémonique, reconnue par les autres pays, et les temps de rupture sont ceux de la montée des puissances rivales, ce qui donne une indication sur l'analyse qu'on peut avoir aujourd'hui. En effet, l'époque actuelle, elle rappelle un peu, et c'est inquiétant, le début du XXe siècle. La lente désagrégation du régime de croissance de l'âge classique, c'est-à-dire l'âge d'hégémonie britannique, a résulté de la montée en puissance de l'Empire germanique, mais aussi de la montée de l'industrie américaine, qui fait que dès le début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, la perte d'influence des ajustements monétaires par l'étalon sterling-or, qui donnait en quelque sorte le pivot à l'hégémonie britannique sur le plan économique, eh bien, et s'est dégradé, la devise sterling s'est devenue très dégradée déjà dès les années de 1905-1913. Alors, pourquoi l'époque actuelle rappelle cela? Eh bien, parce que
nous avons aujourd'hui un régime de croissance dit néolibéral, établi depuis une quarantaine d'années, depuis grosso modo les réformes Reagan-Thatcher des années 1980, qui a atteint ses limites. C'est là-dessus qu'il me semble qu'il faut réfléchir. Nous sommes entrés en effet dans une époque de rupture depuis la grande crise financière de 2008. Et pour plein de raisons, c'est-à-dire, on peut dire quelque chose rapidement, le néolibéralisme a créé un capitalisme de rente, fondamentalement par la concentration du capital et dans tous les domaines, rente financière, rente digitale, rente spatiale par l'avancée de la métropolisation, et le plus dangereux, rente d'influence sur les gouvernements. Et par conséquent, ce capitalisme rentier a fait des ravages de plus en plus étendus sur le plan empirique, dont je rappelle très vite, tout le monde connaît ça maintenant, l'explosion des inégalités, la fragmentation sociale et politique. On a parlé de l'importance du protectionnisme qui apparaît dans les différents États, la France avec l'exemple que nous avons eu dans le sondage, la prolifération de la pauvreté bien sûr, et c'est à l'intérieur des nations qu'il y a une fragmentation sociale. Il y a en quelque sorte une destruction du contrat social de l'après-guerre qui avait permis la grande croissance. Entre les nations, par la guerre commerciale, bien sûr, qui fractionne les chaînes de valeur, et par l'irruption de l'enjeu de l'écologie politique, qui est vraiment crucial. L'incompatibilité entre le statut de devise clé, dont autre élément essentiel, l'incompatibilité entre le statut de devise clé, dont le rôle est d'unifier les échanges internationaux, et le protectionnisme du pays émetteur est à la fois une contradiction logique et politique. Donc, ça veut dire des choses importantes. L'autre élément essentiel, qui me semble à prendre en compte, c'est la réorientation du régime de croissance de la Chine à partir de ce qui va arriver. Arrive à la fin de cette année, enfin déjà dès la fin du mois, après la réunion du comité central du Parti communiste, le 14e plan quinquennal. Et le 14e plan quinquennal exprime une réorientation profonde des objectifs chinois, priorité à la consommation intérieure, et essor des technologies digitales sur base interne, et un principe que s'il appelle de double circulation, qui veut dire que la circulation, c'est-à-dire le développement du commerce pour le développement du marché intérieur, l'emporte largement sur les échanges internationaux qui apparaissent comme complémentaires, en tout cas qui parlent de double circulation comme principe nouveau. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et alors, l'autre élément, évidemment, avant de conclure, c'est l'affaiblissement réel de la prépondérance économique des États-Unis et la détérioration de la croissance mondiale depuis la grande crise financière. Alors, le premier élément, il est à prendre en compte. Il y a eu un travail intéressant de l'économiste indien Subramanian qui a essayé de définir un indicateur du pouvoir économique en combinant le poids dans le PIB mondial, indicateur objectif si vous voulez, le poids dans le PIB mondial, le poids dans le commerce international et le poids dans les exportations nettes de capital. Entre 2010 et 2020, déjà en 2020, on a la Chine qui passe devant les États-Unis sur ce plan, disons, objectif, mais évidemment limité, d'un indicateur synthétique. Alors que, et c'est ça qui est évidemment la contradiction, 60% des échanges mondiaux demeurent accrochés au dollar. Et ceci évidemment fait problème, car le contrôle du système de paiement américain donne un énorme pouvoir extraterritorial. On l'a vu notamment, évidemment, c'est un cas particulier, c'est un parmi d'autres, ce qui s'est passé vis-à-vis de l'Iran, où le système monétaire international bloque, si vous voulez, les échanges des pays européens vis-à-vis de l'Iran, alors que les pays européens restent dans le contrat qui a été conclu sur le plan de l'accord pour la paix en Iran.
Voilà, ce que je veux dire maintenant pour terminer, avant la conclusion, c'est que depuis la grande crise financière, il y a une détérioration des conditions de la croissance mondiale qu'on observe par ralentissement systématique, qui était déjà d'avant, mais qui s'est accentué, de la productivité globale des facteurs, par une baisse de ce qu'on appelle le taux d'intérêt naturel, qui est une certaine estimation de la rentabilité sociale du capital, c'est-à-dire un affaiblissement de la croissance mondiale, certainement, et ce qui est plus grave peut-être, mais qui n'est jamais mis en avant, c'est l'effondrement de l'investissement public aux États-Unis et en Europe, et c'est un processus qui dure depuis 40 ans, en fait. C'est pas par hasard si les ponts s'effondrent et si les infrastructures qui viennent des années 60 sont en déliquescence. Ça me paraît aussi des causes très importantes. Et donc, les forces de déglobalisation se poursuivent, bien sûr, à travers le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Alors, je conclus sur quelque chose d'important qui me semble, parce qu'on n'en a pas assez parlé, hein, c'est que contre le néolibéralisme, la rupture la plus profonde et indispensable, c'est celle de l'écologie politique. L'écologie politique va devenir absolument cruciale. C'est une contradiction entre, et ça elle est profonde, il faut y réfléchir, hein, la logique du capitalisme financier est une logique de croissance illimitée. Alors que ce que l'écologie nous dit dès maintenant, c'est qu'il existe des limites planétaires à l'intérieur desquelles se trouve l'espace de viabilité possible d'un développement durable. Donc il y a opposition vraiment profonde de ce point de vue-là. Alors il se manifeste comment? Les limites planétaires, c'est quoi? Ce sont des plafonds écologiques de précaution, au-delà desquels des bifurcations entraînant des dynamiques divergentes peuvent se produire, c'est-à-dire des dynamiques qui mettent en cause profondément le bien-être des générations futures. Donc c'est une contrainte transgénérationnelle. Ces limites planétaires, ces plafonds écologiques de précaution, n'est-ce pas, et ces bifurcations définissent l'espace de viabilité. On peut dire que si on revient au développement durable des Nations Unies, l'espace de viabilité, ce sont des régimes de croissance soutenables qui se trouvent donc à la fois à l'intérieur de ces contraintes que sont ces limites planétaires à ne pas dépasser, et en même temps, bien entendu, la restauration d'un contrat social, puisque la mobilisation de la société pour pouvoir s'engager profondément dans l'écologie politique qui permettent de maîtriser le changement climatique, eh bien, elles concernent l'acceptation de toute la société. Ce n'est pas l'État tout seul qui peut faire ça, c'est la société dans son ensemble qui peut prendre la direction qui nous intéresse. Voilà ce que je voulais dire. Donc, la bifurcation dans les rapports de puissance crée une alternative, je termine là-dessus. L'alternative, c'est déglobalisation, avec retour d'une politique de bloc. Une politique de bloc peut être aussi dangereuse qu'elle l'a été au début du XXe siècle, ou bien alors le développement d'un système multilatéral protégeant les biens communs, car c'est tout ce qui concerne ce qui doit être à l'intérieur des limites planétaires, protégeant les biens communs globaux, ce qui implique, je pense, une autorité accrue des institutions internationales pour le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Aglietta. Donc, guerre ou paix, effectivement, le titre était bien choisi. On préférera la paix, mais évidemment, il faut se préparer à la guerre. C'est un peu ce dont nous allons parler maintenant. Je voudrais juste faire une demande à la régie, parce que c'est un peu perturbant. Si l'écran de retour pouvait être un écran de retour qui nous montre en train de parler, ce serait plus agréable que de voir ce compte à rebours. Mais pas, je vous assure, c'est très perturbant. En tout cas, enlevez-le, parce que ça, je n'y comprends rien. Bref, pour poursuivre le débat, donc, avec mes autres compagnons intervenants, je vais passer le micro maintenant à Jean Pisani-Ferry, parce que on l'a vu, le monde n'est pas, les Français sont peut-être devenus protectionnistes, mais le monde est devenu protectionniste depuis déjà quelques années. Ça a peut-être même pas commencé avec Trump, peut-être déjà sous les démocrates. Et donc, Jean, ça serait intéressant que vous nous parliez des États-Unis aujourd'hui, à la veille de cette élection. Est-ce qu'ils sont en perte de leadership? Quel est l'héritage réel de la politique musclée de Donald Trump? Et à quoi on peut s'attendre en la matière? Je vais le faire, mais d'abord deux remarques, l'une sur le sondage et l'autre sur ce que vient de dire Michel Aglietta.
Sur le sondage, il est clair qu'on voit se manifester cette tendance au repli, à la confiance dans l'État-nation comme le protecteur. Et on a tous découvert les vulnérabilités, l'illusion de croire que le marché mondial nous offre une sécurité. Le marché mondial ne nous offre pas de sécurité en période de pénurie mondiale. Maintenant, il faut se méfier du thème de la guerre, parce que ça fait 50 ans qu'on parle de guerre économique et qu'on abuse de cette métaphore. Et donc, il ne faut pas prendre, je crois, cela exactement au pied de la lettre. Deuxième remarque sur ce que vient de dire Michel Aglietta, je pense qu'il a pointé ce qui est vraiment la contradiction fondamentale dans laquelle on est, c'est-à-dire d'un côté des besoins d'action collective internationale absolument sans précédent. On n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu de mise en cause des biens communs mondiaux comme on le connaît aujourd'hui, avec le climat, avec la biodiversité, avec toute une série d'autres dimensions. Et en même temps, cette difficulté collective à s'engager dans l'action, ce recul des institutions multilatérales, ce recul du multilatéralisme en général, ça c'est une contradiction absolument centrale. Donc il me semble qu'au-delà de la question paix et guerre, il y a cette question-là. Alors maintenant, sur la question qui m'est posée sur les États-Unis. Bon, je vais commencer par dire ce qui va de soi, c'est-à-dire qu'on a des chances d'avoir, si la bonne surprise qu'on attend se matérialise le 3 novembre, et s'il n'y a pas quelques incidents entre le 3 novembre et le 20 janvier, on a des chances d'avoir un président des États-Unis qui aura une attitude très fondamentalement différente à l'égard des Européens, à l'égard du monde. Il va commencer, il a annoncé, à rentrer dans l'accord de Paris le premier jour de son nouveau mandat. Il va, à l'évidence, faire appel aux alliés européens et au lieu de les considérer comme des ennemis, au lieu de considérer l'Union européenne comme quelque chose à détruire, il considérera que c'est un partenaire. Bon, maintenant, tout ça, ce seront des gestes, ce seront des sourires, ce sera de l'amitié, ça fera du bien, mais ça ne changera pas un certain nombre de problèmes fondamentaux et on aura de la persistance dans un certain nombre de domaines. Alors on aura de la persistance dans ce qui n'a pas changé, c'est Trump. Par exemple, toute l'attitude vis-à-vis des institutions financières internationales, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence dans l'attitude vis-à-vis du FMI ou des problèmes financiers internationaux sous Trump par rapport à ce qu'on avait sous Obama. Il y aura probablement une trace durable de Trump en matière commerciale. Trump a, je crois, réussi à changer le débat sur l'Organisation mondiale du commerce. Il a mis en cause violemment l'attitude, disons, un peu intrusive, la surveillance assez molle dont faisait part l'OMC à l'égard des subventions, à l'égard des questions de propriété intellectuelle vis-à-vis de la Chine. Et il a été rejoint là-dessus par beaucoup d'autres pays, y compris par tous les pays européens. Et puis, il a mis en cause le système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, et il a réussi à le bloquer, et il a réussi à obtenir que d'autres pays rejoignent l'idée que finalement, peut-être, il faut un organe de règlement des différends qui ne fonctionne pas exactement de la même manière. Et très fondamentalement, le reproche qui est fait à cet organe, c'est de faire du droit, alors que les Américains disent qu'il faut faire de la négociation. Donc il ne faut pas une instance qui crée de la jurisprudence. C'est ça le fond de leur attaque, et je crois qu'ils ont probablement largement gagné la partie. Donc il va y avoir une trace durable dans ce domaine, et il va y avoir une trace durable sur la question de la Chine. Ça avait commencé avant, mais l'attitude de la stratégie d'Obama, c'était de créer des partenariats pour, d'une certaine manière, encercler la Chine. C'était le TPP, l'accord commercial asiatique, dont Trump s'est retiré, alors qu'il était conçu justement pour créer un système d'interdépendance et d'alliance qui contraignent un peu la Chine. Mais la rupture qui a eu lieu aux États-Unis au cours des 4 dernières années, l'attitude beaucoup plus belliciste, le fait de parler de découplage économique explicitement, avec tout ce que ça peut vouloir dire vis-à-vis de la Chine, ça s'est passé au cours des 4 dernières années, et ça, probablement, c'est quelque chose qui va durer, parce que
la rivalité entre les États-Unis et la Chine, et là je rejoins Michel Aglietta aussi, va structurer les décennies à venir. On est dans un monde qui ressemble effectivement un peu au monde d'avant 1914. Lorsque Norman Angell disait « on ne peut pas avoir de guerre parce qu'il y a tellement d'interdépendance économique que la guerre serait une catastrophe », donc il avait théorisé l'impossibilité de la guerre. On est dans ce type de situation avec une interdépendance économique et financière globale, mais en particulier entre les États-Unis et la Chine, très très forte. Mais on voit bien que ça n'empêche pas la montée de la rivalité géopolitique. Et ce n'est pas Trump, ce n'est pas Xi Jinping, c'est fondamentalement, pour les États-Unis, la question de savoir s'ils acceptent qu'un autre pays devienne plus gros qu'eux, plus influent qu'eux, et puisse éventuellement mettre en cause leur leadership. Ce que ne fait d'ailleurs pas aujourd'hui la Chine, au sens où la Chine n'exerce pas le leadership. La Chine ne se comporte pas en leader international. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Qu'est-ce que c'est que le leadership international? C'est d'assumer des responsabilités exorbitantes et en échange d'avoir des privilèges exorbitants. C'est ça, le contrat, fondamentalement. C'est-à-dire c'est un pays qui doit gérer ce qui ne fait pas l'objet de règles. Il y a beaucoup de choses qu'on peut inscrire dans les règles internationales, mais pas la gestion des crises, mais pas la définition des priorités à venir, mais pas l'évolution future du système. Et ça, c'est la fonction du leader. Et c'est cette fonction que les États-Unis ont exercée, qui a été théorisée par exemple par Kindleberger dans son analyse de la Grande Dépression, lorsqu'il a dit ce qui a manqué, c'est qu'il n'y avait pas de consommateur en dernier ressort, il n'y avait pas de prêteur en dernier ressort, il n'y avait personne qui prenait la responsabilité dans une crise de gérer cette crise et d'aider à en sortir, d'où la Grande Dépression. Dans la crise de 2008, on a eu une forme de leadership un peu collectif, puisque les Européens y ont été associés, mais on voit bien que plus ça va, plus les États-Unis pèsent moins, enfin moins ils pèsent dans le système mondial, plus ça leur est difficile d'assurer ce leadership. Et ça, c'est quelque chose auquel on est probablement très, très durablement concentré, avec une Chine qui aujourd'hui ne manifeste aucune volonté d'assurer, de prendre ce type de responsabilité, qui a une politique de réseau, qui a une politique de constitution de clientèle, mais qui n'a pas une politique de leadership international. On est passé du G20 de 2008 au G2 des 2020, vous n'y croyez pas? On n'est pas dans un G2. On est aujourd'hui... La Chine n'est pas un substitut des États-Unis. La Chine, par exemple, prenons le cas des prêts internationaux de la Chine à travers le système Belt and Road. La Chine a prêté à beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays qui sont en situation aujourd'hui d'insolvabilité. Des pays africains, des pays en Amérique latine, etc. Eh bien, la Chine dit, moi j'ai du collatéral. C'est-à-dire, je peux me faire payer. Elle ne rentre pas dans une logique multilatérale consistant à dire on a des pays insolvables, comment est-ce qu'on partage le fardeau d'autres cette insolvabilité? Donc ce n'est pas une attitude justement de leadership international à ce moment, pour l'instant. Pour conclure, qu'est-ce que ça veut dire pour les Européens? Pour les Européens, ça veut dire des choses assez profondes. C'est-à-dire qu'on a commencé à entendre des mots nouveaux en Europe. On entend parler de commission géopolitique, on entend parler de souveraineté, on entend parler d'autonomie stratégique. Mais enfin, c'est très profond ce qui se passe pour les Européens. Ils ont pris l'habitude, pendant plusieurs décennies, de vivre comme un petit club multilatéral dans un grand club multilatéral. Donc il y avait le grand club multilatéral organisé dans le monde, organisé par les États-Unis, et les Européens faisaient leur petit club à l'intérieur, dans un monde qui était un monde, au fond, assez confortable, dans lequel, précisément, il n'y avait pas, les rapports de puissance n'étaient pas centraux. Alors, en tout cas, les rapports de puissance économique n'étaient pas centraux dans ce monde multilatéral. Et la notion d'un monde de règles qui leur convenait très très bien, parce que c'est ça qu'ils, fondamentalement, les Européens ont construit entre eux. C'est un monde de règles dans lequel on expulse la rivalité, on expulse le risque de guerre par la règle, eh bien, se doublait d'un monde de règles internationales. Se retrouver dans un monde d'affrontement de puissance internationale, c'est très difficile. Et d'abord, par exemple, ça exige de se poser la question des liens entre le géopolitique et l'économique. Ce qu'on ne sait pas faire historiquement, puisqu'on a construit un monde de silos. On a une politique commerciale, on a une politique réglementaire, on a une politique monétaire, et tout ça communique assez mal entre même les domaines économiques, et tout ça ne communique pas du tout avec le domaine géopolitique. Et bien ça s'est cassé au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'on a vu la Chine avoir
des attitudes à l'égard des Européens qui étaient des attitudes pas très respectueuses, disons, du système qu'on avait construit, qui s'est commencé à se constituer des clientèles à l'intérieur de l'Union européenne, par notre faute largement, puisque quand on n'a pas investi en Grèce, ce sont les Chinois qui sont allés investir en Grèce. Et puis on a eu les États-Unis utilisant l'extraterritorialité de leurs droits pour nous imposer des sanctions à l'égard d'un pays dont le crime était d'avoir eu un accord dont les États-Unis étaient partis et que les États-Unis ayant rompu cet accord à l'égard de l'Iran, ils voulaient utiliser leurs droits pour nous imposer des sanctions. Et ils l'ont fait. Et on s'est réveillé, on s'est aperçu qu'on avait un pays qui ne jouait pas le jeu de la séparation de l'économique et du géopolitique et qui essayait de nous imposer ses préférences. Bon, à tout ça, il faut se réveiller. On a commencé à le faire, mais ça va largement contre notre code génétique européen et donc c'est un exercice douloureux. Cet exercice douloureux, il va devoir se poursuivre et s'accélérer, même si l'administration Biden sera beaucoup plus amicale. Merci beaucoup, Jean. On reviendra sur toutes les pistes que tu as évoquées. Alors, je vais passer le micro maintenant à Patrick Artus. Alors, on a évoqué le G2, États-Unis-Chine, qui est peut-être qu'une illusion, mais qui néanmoins est dans les têtes ou dans les esprits. Ça semble les deux grandes puissances dominantes. Et puis, il y a l'Europe, qui effectivement pourrait éventuellement offrir une alternative. Et quand on regarde dans la gestion de la crise, et c'est peut-être ça le point qu'on pourrait traiter, c'est de voir comment l'Europe, finalement, peut se montrer peut-être un meilleur modèle à offrir aux autres. Oui, bonjour à tous. Merci Philippe. Ce que je vais dire est assez directement la continuité ou le prolongement de ce qui a été dit par Michel et par Jean à l'instant. La thèse que je dois défendre est la suivante. J'ai de grands doutes sur ce fameux G2, mais je crois que nous avons tous des grands doutes autour de cette table, pour des raisons qui sont liées au fait que j'ai de grandes inquiétudes sur la situation de long terme économique à la fois des États-Unis et de la Chine. Donc je ne vois pas bien comment ces deux pays dont je pense que l'économie va être en difficulté assez durablement pourraient asseoir un duopole finalement sur l'économie mondiale. Et je finirai, je crois qu'on a tous envie d'en parler, sur l'idée que peut-être la vision qui est que le monde allait être un affrontement États-Unis-Chine, l'Europe regardant cet affrontement en spectateur, est assez pessimiste et que peut-être l'Europe a bien mieux à faire que ce rôle de spectateur. Alors pourquoi est-ce que d'abord je suis assez inquiet sur la situation américaine? Alors Michel a rappelé plein de choses, donc je ne vais pas redire ce qu'il a dit, mais on voit qu'on a un modèle économique qui est relativement, peut-être pas à bout de souffle, mais enfin qui commence à montrer vraiment des difficultés, les inégalités, la pauvreté. 40% des Américains ont le même pouvoir d'achat qu'il y a 30 ans, ce qui est quand même tout à fait incroyable. Tous les travaux d'ailleurs de recherche nous montrent le rôle extrêmement néfaste de la concentration des entreprises à des positions dominantes sur l'efficacité de l'économie. Il y a plein de travaux que vous connaissez qui montrent ça, avec des entreprises en situation de monopole de fait qui, d'une part, stérilisent l'innovation dans leurs industries et, d'autre part, se développent dans des industries où elles ne sont pas compétentes. Ce qui, évidemment, est une des explications, probablement, de l'affaiblissement de la productivité aux États-Unis. Vous savez aussi que le niveau du système éducatif américain est très mauvais. Il n'y a pas que les universités d'élite. Et que les États-Unis compensaient ça par une immigration de personnes très qualifiées. Et cette immigration est en chute libre. Donc il y aura un problème de recrutement des dirigeants et des intellectuels aux États-Unis dans les prochaines années. Et puis je parlerai après de la question du dollar et du système monétaire international. Enfin, j'ai quand même l'impression qu'on a une économie qui est condamnée à une croissance lente, très inégalitaire et qui est très inefficace en réalité. Il y a une inefficacité croissante du capitalisme américain. Alors côté chinois, je ne suis pas optimiste non plus. Alors, juste pour donner un chiffre, certains travaux d'universitaires chinois essaient de chiffrer la croissance potentielle de la Chine dans 10 ans, et la fourchette, c'est entre 1 et 2,5% par an. Vous savez que la Banque mondiale, d'ailleurs, nous dit aussi que la population de la Chine deviendra inférieure à celle des États-Unis en 2070, ce qui est quand même assez étonnant. Mais il y a un problème démographique, et je crois qu'on sous-estime l'aspect démographique de l'économie chinoise. La population en âge de travailler
dans la décennie 2020-2030 va baisser de 1,5% par an. Et aujourd'hui, on a 4% de gains de productivité, mais on peut avoir des doutes sur la capacité à continuer ça. La phase de rattrapage est quand même largement entamée. Et puis, une question profonde et compliquée qui est, est-ce que le système politique plus dur qui est mis en place par Xi Jinping est favorable ou non à la productivité? J'ai quelques doutes sur le lien. Enfin, cette stratégie qui est de faire dépendre l'innovation finalement des grands groupes publics, des SOIs, est une stratégie qui n'est pas forcément efficace. Alors d'autres disent, oui, mais regardez, c'est aussi celle du Japon. Donc c'est un vrai débat, quoi. Est-ce qu'on peut baser une stratégie de montée en gamme et d'innovation sur les grands groupes publics, ou est-ce qu'il faut un foisonnement de petites PME et de start-up? En plus, l'économie chinoise est devenue une économie très fermée. C'est quelque chose qui est parfois surprenant, mais les exportations de la Chine, c'est moins de 20% du PIB. L'Europe, c'est 30%. La Chine n'a plus d'excédent extérieur, ça c'est le vieillissement qui commence à faire son effet. Il va très probablement passer dans une situation de déficit extérieur, ce qui va considérablement limiter les capacités d'investissement à l'étranger de la Chine dans le futur. Donc je ne crois pas que la Chine puisse jouer le rôle ni de moteur de l'économie mondiale, c'est déjà absolument plus le cas. Alors quand on calcule la contribution de la croissance chinoise à la croissance mondiale, on le fait de façon comptable, on prend la croissance du PIB chinois par la part du PIB chinois dans le PIB mondial. D'un autre côté, les importations de la Chine n'ont pas augmenté depuis 7 ans. Donc la vraie contribution de la Chine à la croissance mondiale, elle est de 0. C'est une contribution qui est strictement domestique. Voilà, donc je ne crois pas au duopole États-Unis-Chine, parce que je crois que ces deux pays vont avoir des problèmes domestiques extrêmement sérieux, problèmes sociaux et de croissance aux États-Unis, les problèmes liés au vieillissement en Chine, et qui vont probablement se concentrer beaucoup plus sur leurs problèmes domestiques que sur les problèmes internationaux. Alors l'Europe, je sais que plein d'autres après moi veulent en parler, donc je vais juste donner quelques pistes. D'abord, par rapport à ce qu'a dit Michel, l'Europe n'a pas adopté le capitalisme néolibéral. Je ne parle pas du Royaume-Uni, l'Europe continentale n'est pas dans ce modèle-là. Le partage des revenus, depuis 30 ans en Europe, les salaires réels augmentent à peu près comme la productivité. Aux États-Unis, ils ont augmenté à peu près pareil. Non. En Allemagne, depuis ce qui s'est passé depuis 4-5 ans, il y a une réaccélération incroyable des salaires. Et quand tu regardes 2020 par rapport à 90 ou 2000, le partage des revenus est un peu complètement stable en Europe. Le poids des dépenses de protection sociale dans le PIB a continuellement augmenté sur cette période en Europe. Et puis c'est une économie très ouverte. Et puis alors, tout ce que les autres ont dit que je ne redis pas, on a une prise de conscience du besoin technologique. Donc, alors évidemment, il ne faudrait pas que la Hongrie et la Pologne bloquent le plan de relance européen. Ce ne serait pas un formidable signal, mais c'est quand même peu probable. Et donc, on va quand même avoir une politique industrielle européenne avec une approche qui est peut-être un peu trop verticale, puisque finalement, l'Europe ou les États choisissent des grandes technologies, alors que l'approche américaine est plus bottom-up, la DARPA, c'est vraiment de l'initiative d'entreprises qui ont des projets innovants. Mais voilà, mais il y a quand même, et puis dans le domaine des données, vous savez tous, il y a eu une prise de conscience des problèmes de souveraineté, de localisation des données, il y a les RGPD. Alors, juste un mot pour... Donc voilà, donc finalement, peut-être, on se trompe. Peut-être finalement, c'est l'Europe qui est une économie très ouverte, qui est forcément internationalisée, peut-être va avoir un rôle international beaucoup plus important que ce qu'on pense par rapport aux États-Unis et à la Chine. Alors, dernier mot, qui est quand même très important sur le système monétaire international, on n'est absolument plus dans l'accord Amérique-Chine qui avait piloté le système monétaire des années 90. On peut dire que la fin de ce système, c'est 2013, qui était un système, vous savez, on a appelé ça Bretton Woods 2, qui était extrêmement bien organisé. Les États-Unis faisaient un déficit extérieur énorme vis-à-vis de la Chine en particulier, qui était refinancé par les achats de dettes publiques américaines par la Chine. Et donc les Chinois produisaient plus pour vendre aux États-Unis et les Américains pouvaient consommer sans épargner en s'endettant auprès des Chinois à des taux d'intérêt très faibles. Vous savez que ça provoquait une balance des paiements américaine assez bizarre, où tout en ayant une très grosse dette extérieure, ils recevaient des intérêts du reste du monde puisqu'ils payaient peu sur leurs dettes et qu'ils recevaient beaucoup sur leurs actifs. Ce modèle-là a totalement explosé. Depuis 2013, la Chine vend la dette du Trésor des États-Unis continuellement. Et donc
Ce qui explique d'ailleurs la tension, c'est qu'il n'y a plus d'accord mutuellement profitable. Le déficit américain vis-à-vis de la Chine n'est plus la contrepartie des achats chinois de dette américaine, puisque les Chinois n'achètent plus de dette américaine. Et alors le système monétaire international est devenu extrêmement bizarre, puisque plus personne n'achète de dette américaine. Hein. Les Chinois sont vendeurs, les pays de l'OPEP n'en achètent plus, le Japon est vendeur, la Russie est vendeuse, les émergents n'ont pas d'excédent. Donc les seuls acheteurs de dette publique américaine sont les Européens. Et ça, c'est quelque chose dont on reparlera d'ailleurs avec Pierre Pascal dans le courant de cette semaine. C'est avec toi, je crois aussi, Natacha, tu seras là. Et c'est quand même extrêmement bizarre comme système, puisque finalement, nous avons remplacé la Chine comme financier des États-Unis et absolument pas comme dans une situation où nous en profitons, puisque nous avons un énorme excédent extérieur vis-à-vis des États-Unis. Donc ce système international, il est très bizarre, il est très déséquilibré. Mais il pose une vraie question qui est la permanence du dollar comme monnaie de réserve. Puisqu'effectivement, Michel disait on ne peut pas être protectionniste et émettre la monnaie de réserve mondiale, ce qui est parfaitement juste. Mais d'un autre côté, pour émettre la monnaie de réserve mondiale, il faut qu'il y ait une demande mondiale globale de cette monnaie, ce qui n'est plus du tout le cas du dollar, puisque les seuls idiots qui achètent du dollar, c'est les Allemands. Hein, et ceci et probablement va disparaître, puisque l'Europe va sans doute avoir le bon goût, avec les différents plans de relance, de capter son épargne pour son propre développement. Et c'est le jour où l'Europe captera son épargne pour son propre développement, il n'y aura plus du tout de financier extérieur des États-Unis. Et donc le dollar, à ce moment-là, devra perdre son rôle de monnaie de réserve. Ce qui ajoute au grand doute qu'on peut avoir sur le duopole États-Unis-Chine pour gouverner l'économie mondiale. Alors, juste Philippe, je finis en disant... Je ne suis pas naïf non plus. Enfin, je veux dire, il y a des domaines où le retard de l'Europe... Je prends l'exemple des semi-conducteurs, qui est un truc extraordinairement stratégique aujourd'hui. Vous avez vu ce qui se... les États-Unis fabriquent 45% des semi-conducteurs du monde, les Chinois 5% et les Européens 9%. Donc évidemment, il y a des domaines dans lesquels le retard européen va être extrêmement compliqué à combler. Mais enfin, il y a une volonté de le combler, ce qui est quand même relativement nouveau. Voilà. Juste ma remarque, c'était sur la monnaie de réserve. Il faut aussi être prêt à assumer d'être la monnaie de réserve mondiale. Comme le disait Jean, il y a des conséquences à assumer. Est-ce qu'on est prêt, nous les Européens? Est-ce qu'on est suffisamment mature? Est-ce qu'il ne faudrait pas pour ça un pas politique pour pouvoir faire jouer ce rôle-là à l'euro? Oui, mais alors d'abord, dans le domaine financier, il faut émettre une dette vaste et liquide. Ça va, ça. Non, ça ne va pas pour l'instant, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Mais ça va venir, parce qu'il y aura une dette de l'UE, ce qui est un animal nouveau, mais extrêmement important. C'est extrêmement important qu'il y ait une dette de l'UE, qui n'est pas la dette de l'Allemagne ou de la France. Quand je vais visiter les grandes banques centrales en Asie, ils m'expliquent que ce n'est pas possible, que d'abord qu'ils acceptent d'acheter que la France et l'Allemagne, et éventuellement les Pays-Bas les jours d'ivresse, et que c'est complètement segmenté. La dette de l'UE, c'est une énorme importance d'avoir une dette de l'Europe. Et puis, alors après, sur l'interventionnisme international, les Français font leur travail. Enfin, la France est extrêmement présente. On voit en ce moment dans le Caucase, ou sur l'Iran. Et les Allemands, apparemment, sont en train d'évoluer aussi. Donc peut-être que l'Europe, en tout cas le franco-allemand, est capable de jouer un rôle géopolitique qui n'était pas traditionnel avant. Merci Patrick. Donc est-ce que le 21e siècle, contre toute attente, sera le retour de l'Europe? C'est une bonne question. On va en parler avec Anne-Laure Delatte. Alors Anne-Laure, ce que vous vouliez également nous dire, c'est qu'il y a une fragilisation du monde multipolaire, on en a beaucoup parlé, ce retour des nations, et finalement, qu'est-ce que ça nous dit du fonctionnement du système aujourd'hui de la globalisation? Okay. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici, face à un amphi vide, mais j'espère face à des auditeurs, et surtout prendre la parole après les trois derniers intervenants. Écoutez, moi, quand vous m'avez posé la question guerre et paix et leadership, j'ai tout de suite pensé à multilatéralisme, c'est-à-dire gouvernance mondiale. On en est où, en fait, de la gouvernance mondiale? C'est une autre façon de poser la question. Or, on l'a dit, les trois intervenants l'ont dit, et en fait, je vais le dire plusieurs fois, ça. Les trois intervenants viennent de le dire, donc je vais essayer de le dire un peu différemment. Mais la dernière décennie, vraiment depuis la crise américaine, de retour des nations, une fragilisation du monde multipolaire. Finalement, on vivait dans un monde depuis la Seconde Guerre mondiale où on avait essayé de mettre en place une architecture institutionnelle qui avait des imperfections, mais qui a permis de créer des garde-fous, 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 qui a permis de créer des garde-
pour éviter ou au moins limiter des accords injustes et une rivalité sans règles. Voilà, pour moi, c'était ça, le monde multipolaire. Or, au cours de la dernière décennie, on a vu exploser ce modèle. Une manifestation évidente, ça a été le Brexit, une sortie donc, du Royaume-Uni d'un accord international, enfin, d'une union qui avait été un aboutissement important. Et surtout, on a vu une vague d'élections de ce qu'on a appelé les national-populistes, donc Trump aux États-Unis. Alors j'étais étonnée tout à l'heure avec le sondage parce qu'on a vu Trump, mais on peut en citer d'autres. Johnson, j'étais étonnée de ne pas voir Johnson. En Amérique latine, on a Bolsonaro, on a le Mexique. En Asie, on a Duterte aux Philippines. On a en Europe la Hongrie, la Pologne, l'Italie. Donc on a une montée de leaders politiques qui nous disent en réalité, moi, je rejette ces règles, cette forme de coopération internationale, et si je peux, je vais imposer mes propres règles. Et donc, j'aime bien ce concept de Jérémy Adelman à Princeton, qui nous dit c'est moins une déglobalisation, parce qu'on a une interdépendance très importante, en fait, aujourd'hui, mais c'est une globalisation tribale, dans laquelle on vit, avec des puissants qui sont capables d'imposer leurs règles. Et c'est ça à quoi on a assisté depuis au cours de la dernière décennie. Donc on en a parlé, ça s'est traduit par la guerre commerciale, avec un encombrement dans les cours d'appel de l'OMC, enfin des stratégies de blocage vraiment pour bloquer l'OMC et la résolution des conflits. Évidemment, des sanctions tarifaires qui sont devenues des armes courantes, ce qu'on avait moins l'occasion de voir depuis quelques temps. Et au-delà de la guerre commerciale, on assiste aujourd'hui à une guerre digitale avec tous les débats et conflits qu'on peut observer autour de la 5G et le risque de cyber-balkanisation, c'est-à-dire qu'on ait un système Internet aux États-Unis qui soit différent de la Chine. Ça, c'était avant. Mais maintenant qu'on est dans le monde d'après, où est-ce qu'on en est ? Quelle est la tendance et est-ce que cette globalisation tribale, elle va s'accélérer ou pas ? On a parlé des États-Unis déjà et la question, c'est en cas de réélection de Trump, évidemment, la fragmentation du multilatéralisme, elle va s'accentuer. On n'a pas beaucoup de doutes là-dessus. Mais je rejoins Jean quand il dit que même avec l'élection de Biden, en fait, le monde ne va pas radicalement changer, ou alors il va falloir vraiment, probablement, une volonté des Européens et des Américains pour renforcer un dialogue. En tout cas, Jean nous a donné tous les arguments pour nous convaincre qu'avec Biden, ça n'allait pas radicalement changer. Moi, j'ai été frappée, si vous regardez le blueprint pour une présidence Biden des démocrates qu'ils ont publié en juillet, j'ai été vraiment marquée par le fait qu'il n'y a rien sur Global Policy. Vous avez un chapitre par thème, notamment un chapitre excellent sur le Green New Deal par AOC, mais vous n'avez pas un chapitre Global Policy. Vous n'avez pas un chapitre sur Foreign Policy, prolifération nucléaire, rien sur la globalisation à venir. Et il y a quelques éléments sur un commerce plus équitable. Donc, en réalité, aux États-Unis, on est aujourd'hui dans une ambiance de post-cataclysme et on va déjà passer beaucoup de temps, si Biden est élu, à essayer de résoudre les problèmes et les bombes qui ont été posées par Trump. Alors, en Chine, est-ce qu'on peut avoir un changement de... Enfin, quelle est la tendance post-Covid sur la Chine et le multilatéralisme ? Sans être absolument une spécialiste de la Chine, ce que je comprends, c'est qu'il y a un changement d'attitude en Chine qui est marqué depuis quelque temps,
après une décennie sur un chemin qui allait vers plus de coopération, qui essayait de faire rentrer la Chine dans le jeu mondial en tant que leader, enfin, en tant que, avec plus de coopération, sinon leader, mais une Chine qui acceptait d'investir et de partager un peu davantage. Il semble, et ça c'est noté par le Carnegie Tsinghua, enfin, un centre de foreign policy qui se trouve à Tsinghua, en Chine, on aurait une fatigue du leadership chinois sur cet esprit de coopération. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas donné grand-chose, ça n'est pas très efficace. Et en plus, on n'a pas vraiment une culture de la coopération en Chine, donc c'est assez facile de retourner vers le versant naturel, qui serait finalement d'arrêter la coopération, en tout cas de limiter, et d'essayer de forcer à respecter les intérêts chinois dans le dialogue ou les relations internationales. Ça, c'est pour la Chine et les États-Unis. Et finalement, on est aussi dans un monde où, on l'a dit un peu avant, on va se retrouver avec une série de pays qui vont être plus vulnérables et qui vont être plus facilement dépendants des puissants. Où des stratégies prédatrices par les puissants vont être plus monnaie courante. Pourquoi je dis ça ? La montée des dettes publiques, elle se voit partout dans le monde, évidemment, mais dans les pays émergents qui n'ont pas la possibilité de monétiser leurs dettes comme nous, on le fait, en Europe et aux États-Unis, vous allez vous retrouver avec des pays qui vont avoir besoin des puissants pour sortir de cette crise. Et Jean en parlait tout à l'heure, l'exemple, c'est le rachat du port de Pirée en Grèce en 2015 par COSCO Shipping, qui est une entreprise chinoise. On va voir ça, à mon avis, de façon beaucoup plus importante, parce qu'on va se retrouver avec une Argentine, avec des pays en Afrique, des pays en Asie qui vont avoir besoin de main tendue, et vous êtes dans ces cas-là beaucoup plus vulnérables à des stratégies prédatrices. Alors voilà, la première conclusion, c'est que est-ce qu'on peut être optimiste ? En tout cas, on a une situation mondiale qui va probablement, qui peut encore plus fragmenter ce monde multipolaire, ce qu'on a vu depuis la dernière décennie. Et pourtant, comme le soulignait Jean au début, c'est le moment de l'histoire où on en a le plus besoin. En fait, on a des enjeux transnationaux qu'on ne peut pas régler seul. Le changement climatique, c'est la définition même de l'enjeu où on a besoin d'une coopération internationale, on a besoin d'une gouvernance multipolaire. Et la guerre digitale, enfin une crise digitale, on va avoir besoin de coopérer entre nous. Le deuxième élément qui fait qu'on va avoir besoin de plus de coopération, c'est que malheureusement, il me semble qu'on va avoir une occurrence plus fréquente d'événements extrêmes comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une crise sanitaire aujourd'hui. Dans les 10 prochaines années, je parie, et c'est un triste pari, qu'on va avoir d'autres types de crises, notamment des crises climatiques ou des cyberattaques qui vont faire qu'on va se retrouver dans des situations d'événements extrêmes où on va devoir coopérer entre nous. Et enfin, le troisième besoin, c'est qu'on voit qu'il y a un affaiblissement des autorités, des puissances publiques nationales pour protéger leurs citoyens, qui est lié à une baisse des ressources fiscales et surtout, si vous voulez, vous avez d'un côté une baisse des ressources fiscales qui est liée à une baisse du taux d'imposition des sociétés, une baisse d'imposition sur les hauts revenus dans l'ensemble, et un besoin de dépenses publiques de plus en plus important pour protéger les citoyens contre des chocs, des crises qui sont de plus en plus importantes. Donc en conclusion, moi je vais finir par quelque chose de plus optimiste que ce que l'exposé que je viens de faire, en rejoignant ce que vient de nous dire Patrick. Moi, je pense... Alors, est-ce que c'est optimiste ou alors est-ce que c'est un vœu ?
Je pense que l'Europe peut jouer un rôle dans cette fragmentation multipolaire, dans cette fragmentation du multilatéralisme. Et on a en réalité les moyens, on a la culture pour ça. Premièrement, on a encore une majorité de démocratie libérale en Europe. C'est-à-dire que si vous regardez les grands leaders européens, à part en Italie, vous avez une majorité de gouvernements qui sont progressistes et qui pensent qu'on peut rester ouvert. Oui, non, pardon. En plus, c'est plus Salvini. Mais on a, je pense qu'on a un terreau en Italie, malheureusement, depuis une trentaine d'années, qui ne va pas mener vers des gouvernements progressistes. C'était plutôt ça que je voulais dire. Alors, on a une majorité de démocratie libérale en Europe. On a une gouvernance politique en place qui est multipolaire. Et Jean, quand tu parlais de petits clubs multilatéral, ben oui, en fait, on a mis en place des institutions où on a appris à se coordonner entre nous. On ne le fait pas absolument parfaitement, hein, loin de là. En revanche, on a l'entraînement le plus important de l'histoire, hein, finalement, parce que l'Union européenne, c'est l'union la plus aboutie intergouvernementale qu'on ait jamais vue dans l'histoire. Donc, je suis la première à critiquer la gouvernance européenne, hein, à en tout cas en montrer les limites, mais moi je crois profondément qu'on a un entraînement qu'on n'a pas, que d'autres pays n'ont pas. Et ça s'est traduit par une gestion du Covid qui est finalement qu'il faut saluer. C'est-à-dire que la mise en place du grand plan de relance, elle est compliquée, mais en fait, elle a montré que l'Europe était capable de résoudre des problèmes que les pays individuellement n'étaient pas capables de montrer, et ça, c'est de résoudre. Et donc ça, c'est vraiment essentiel quand vous avez une solution multipolaire, une organisation multipolaire qui résout un problème qu'on n'est pas capable de résoudre tout seul, bah, vous avez gagné. Donc en ça, il me semble que l'Europe a montré quelque chose. Et on commence à avoir des outils avec ce qu'on essaye de faire sur l'évitement fiscal, même si on a encore du mal à se coordonner, mais on a quelqu'un comme Margrethe Vestager qui a été extrêmement volontaire, et on a une volonté en Europe. Évidemment, le Green New Deal de la Commission. On va avoir un Digital Act. Donc, en réalité, on est en train de se doter d'outils qui ont leurs limites, mais où on est capable de montrer qu'on essaye de se coordonner entre nous. Et pour amener, encore une fois, une solution à des problèmes que les pays, eux, tout seuls, ne peuvent pas gérer. Il me semble donc, pour conclure, pour que l'Europe se mette sur cette orbite-là, parce que je vous disais que moi je suis optimiste et en même temps il y a des conditions pour lesquelles, selon lesquelles ça peut fonctionner. L'agenda important, c'est évidemment changement climatique et donc un prix du carbone prohibitif. Il faut qu'on avance ça, il faut que l'Europe soit leader là-dessus. Un deuxième agenda important, c'est évitement fiscal, évasion fiscale, pour redonner des moyens à la puissance publique pour gérer des crises et protéger ses citoyens. Et croisons les doigts, si Biden est élu, il va falloir nouer très rapidement un dialogue transatlantique avec les Américains pour rétablir les règles et les institutions, sinon qu'on avait avant, mais de nouvelles règles qui nous permettent d'avancer dans cette interdépendance avec coopération. Merci beaucoup, Anne-Laure Delatte. Donc, une opportunité pour l'Europe. Certains disent qu'il ne faut jamais gâcher l'opportunité d'une bonne crise. Alors, je ne sais pas, évidemment, on s'en serait évidemment passé, mais Natacha Valla, cette crise, effectivement, Covid a fait faire des pas de géant à l'Europe dans le domaine de la dette. Hein. On est passé, on a rajouté des zéros. Dans le domaine de la coopération et de la relance, là aussi, on a rajouté des zéros. Alors, c'est difficile. Et peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi c'est difficile, même si on reste optimiste sur la capacité de ce plan de relance à avancer. Et surtout, qu'est-ce qui nous manque finalement? Parce qu'on nous parle d'un plan de relance, mais ce n'est pas une vraie politique industrielle encore qui se dessine. Elle n'est pas une politique industrielle commune. On continue de le faire de façon séparée.
Je voudrais d'abord remercier le Printemps de l'économie d'avoir rendu cet événement possible, parce qu'on sait tous, pour avoir annulé des choses, que ce soit des cours, des conférences, des masterclass, que c'est compliqué. Donc c'est bien de nous laisser la possibilité de débattre ce matin. Et j'aimerais aussi, avant d'engager sur la question de l'Europe, et j'abonderai dans le sens de ce qui a été dit ce matin sur les opportunités relatives des grandes zones d'influence mondiale, sur l'extraordinaire adéquation, et je trouve ça vraiment merveilleux, entre ce qu'a donné le sondage en termes de vision un peu granulaire, micro, de la perception des Français de l'état actuel des forces en présence, et ce qui a été développé sur le plateau ce matin. Michel a engagé sur la question des rentes, et j'ai beaucoup aimé sa notion de rente élargie à la rente d'espace avec l'urbanisation, la métropolisation. Il y a une rente que Michel n'a pas évoquée et qui, moi, est au centre de plein de sujets aujourd'hui, qu'on veuille les présenter comme étant des questions de guerre ou des questions d'évolution un peu tectonique des équilibres mondiaux, c'est la rente de l'attention. Le fait qu'on est aujourd'hui dans une société de l'information avec des GAFA, des monopoles qui s'établissent sur la façon dont on dispose de notre temps et de notre Mündigkeit, diraient les Allemands. Et je pense que ça, c'est à la source de beaucoup de problèmes, de beaucoup de tensions politiques et sociales qui sont pas seulement les résultats de développement économique, mais aussi de cette gestion des rentes-là. Et le sondage a bien identifié d'ailleurs que le conflit autour de ressources rares était un grand sujet. Jean a mis l'accent sur la montée des consciences géopolitiques avec l'émergence de certaines commissions, à l'affleurement d'une expression presque institutionnalisée de ces questions-là. Et on le voit aussi dans l'évolution du sondage, une montée du protectionnisme, de l'appétence pour le protectionnisme qui m'a vraiment, pour le coup, inquiété dans les chiffres qu'on a vus ce matin. Patrick a évoqué le vieillissement, les facteurs démographiques comme étant quelque chose de fondamental, en tout cas qui affecte non seulement l'Europe, mais aussi peut-être des grandes zones comme la Chine. On voit que petitement, les Français, ils ont déplacé leur curseur de l'inquiétude par rapport à ce qu'on pouvait faire de leurs données à l'inquiétude par rapport à leur retraite. Donc tout ça, je trouve ça intéressant. Alors, à parler du multilatéralisme, encore une fois, on avait l'accent sur le protectionnisme, sur le commerce. Il y a une chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui et qui me semble une toile de fond, un peu l'éléphant dans la pièce, c'est dans les dernières questions qui ont été posées par OpinionWay. Il a été dit que l'Union européenne était attendue au tournant sur l'instabilité financière. Et c'est en fait peut-être le seul dossier qui reste, quelque chose qui est perçu comme étant l'apanage de l'Europe. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça fait vraiment écho, du coup, aux propos que je voulais tenir aujourd'hui, un petit peu d'analyse et de mise en perspective sur la façon dont en Europe, on s'est institutionnellement emparé de la monnaie unique et donc de la politique monétaire commune, en amont de pratiquement tout le reste, et la façon dont aujourd'hui les choses se mettent en place au niveau, alors pas d'une politique budgétaire commune, mais en tout cas d'une consolidation et d'une marche en avant vers la construction d'un marché commun des capitaux, d'une dette commune et donc potentiellement de projets collectifs. Donc, le premier aspect, j'ai deux aspects que je voudrais couvrir. Je sais qu'on a avancé sur l'heure, donc je serai un peu plus brève que ce que j'avais prévu. Mais premier aspect, c'est la compétition au niveau international sur l'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, on a le diagnostic est assez clair en matière de points fondamentaux d'attention sur les processus d'innovation, la façon dont on est capable de faire porter à nos économies cette capacité-là à innover. Ça a des implications sur ce qu'on fait au niveau de la gestion de nos entreprises, la façon dont on est capable de les faire naître, de les faire croître et de les faire rester chez nous. Là, je pense que c'est un aspect important parce qu'il est lié, c'est quelque chose qui a une dimension à la fois publique et privée. Et là encore, c'est un deuxième aspect sur lequel je pense qu'en Europe, on peut être assez novateur. On vient de tomber d'accord collectivement sur un plan de relance sur le papier assez massif. Je vais redonner les ordres de grandeur parce que
on oublie de les rappeler, 750 milliards. Alors, beaucoup disent, ce n'est pas des vrais milliards, il y a des choses recyclées. Oui, c'est vrai. On avait le même propos au niveau, quand on a développé le plan Juncker, à l'époque où il fallait sauver les PME parce qu'on sortait de la crise de 2008. Mais en réalité, on se rend compte que de façon incrémentale, on avance toujours dans le même sens, avec les mêmes diagnostics. Question d'agenda sur le green, sur le digital. Anne-Laure l'a rappelé. On sait en gros ce qu'il faut faire, on sait ce sur quoi il faut se concentrer. À mon avis, il faut qu'on soit très pragmatique sur les questions essentielles de mise en œuvre de dépenses de cet argent-là. C'est le premier point. Alors, on a la question de la gouvernance. Jean s'est exprimé là-dessus et je voudrais vraiment revenir dessus parce que c'est absolument fondamental. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire un bis repetita d'une gestion d'argent public massif sur des projets qui sont préchauffés, qui étaient dans des tiroirs, qui n'ont aucune logique collective et qui, aujourd'hui, plus que jamais, auraient la possibilité de porter une politique industrielle commune. Et je pense qu'on a cassé plein de tabous, on a refusé de parler pendant des décennies de cette politique industrielle-là. Et aujourd'hui, autour du thème de l'innovation, l'Europe est dans une position vraiment clé parce que les fruits sont bas, les fruits à cueillir sont bas. Et on peut mettre ça en place en musique aujourd'hui, aussi parce qu'on a cette impulsion publique. Il faudra faire attention à la façon dont cet argent public sera dépensé. Sur la complémentarité publique-privée, je pense qu'effectivement, Patrick est revenu sur le fait que l'investissement public aux États-Unis était tombé en chute libre depuis 30 ans. C'est vrai aussi en Europe depuis sans doute moins longtemps, justement parce qu'on avait un peu des packages européens qui nous permettaient de faire des transferts là où on pensait qu'il fallait en faire, et on a fait des transferts en Europe de l'Est, et c'est bien qu'on les ait faits, de faire aussi des transferts sectoriels, régionaux, une logique encore une fois, qui a montré ses limites, mais je pense qu'elle a eu le mérite d'exister et elle a le mérite aujourd'hui de porter des canaux potentiels sur ces chapitres-là. La question du leadership, je reviens sur l'articulation publique-privée sur laquelle l'Europe peut être novatrice. On a beaucoup parlé des États, des souverains. Moi, je pense qu'on peut mettre l'entreprise européenne au centre de ce plan de relance. Aussi parce que, et on fait le lien aujourd'hui autour de la question des valeurs qui a été abordée en début de propos. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la sphère publique qui a le monopole du bien commun, la sphère privée s'en empare. Alors, on lui a un peu forcé la main, et on a sans doute bien fait de le faire. On l'a fait d'une façon assez particulière en France, d'ailleurs, et je pense qu'il y a une réflexion sur le modèle qui a été suivi en matière de transposer des critères que peuvent être les critères ESG, mais je pense aussi à la notion de raison d'être d'entreprise. On a été très pionniers en France là-dessus. Il y a des entreprises qui ont vraiment signé, qui se sont engagées, et je pense qu'il y a réellement un impact moral parce que la société a changé, les nouvelles générations sont là et elles sont demandeuses de sens et de valeur. Moi, je le vois au niveau des étudiants de Sciences Po. Ils refusent des postes bien payés dans des grandes boîtes très prestigieuses parce qu'ils ont envie d'avoir cette valeur, ils ont envie d'avoir ce sens-là. Donc, au cœur même du raisonnement économique et financier des entités privées, je pense qu'on a placé des choses extrêmement précieuses qui étaient jusqu'à présent trop l'apanage de la sphère publique, et on doit travailler cette interface aussi parce qu'avec cet argent public qui est limité, et j'en viendrai à ce point-là dans le deuxième point de mon propos, on ne peut pas se permettre de ne pas utiliser l'argent privé. L'argent privé qui, lui, on l'a vu pendant la crise, on le sait, a été accumulé sous forme de liquidité, que ce soit dans l'espace des entreprises, dans l'espace des ménages. On a une énorme épargne qui demande aujourd'hui à aller s'allouer et s'investir. Et là, effectivement, je rebondis sur ce que disait Patrick, si on a l'intelligence d'allouer notre épargne à de l'investissement et de l'innovation en Europe, ça va poser des questions beaucoup plus larges de nature géopolitique et pour les questions d'équilibre monétaire international. Donc faisons en sorte que ces valeurs, ce sens et la notion de bien commun, le secteur privé s'en empare et qui s'en empare pour faire un effet multiplicateur entre la mobilisation publique et la mobilisation privée des investissements.
J'avais envie de parler du dépassement de la valeur actionnariale, mais c'est implicite dans mon sujet, je n'ai pas le temps de développer. Deuxième point, le policy mix politique monétaire, politique budgétaire aujourd'hui. Il y a le policy mix conjoncturel, ce n'est pas tellement notre sujet aujourd'hui, mais il y a le policy mix beaucoup plus structurel, qui jusqu'à présent n'était pas du tout le cœur de métier de la Banque centrale, mais la Banque centrale ayant aujourd'hui, il faut le rappeler, l'eurosystème aujourd'hui, a un bilan qui est égal à 60% du PIB de la zone euro. C'est énorme. On n'a jamais eu autant, une place aussi grande portée par les banques centrales comme acteurs de l'activité économique. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. On a 6 500 milliards dans les bilans des banques centrales. Sur ce point, je pense qu'il faut qu'on ait l'intelligence en Europe de ne pas céder au chant des sirènes, de ne pas se dire que finalement toute cette dette publique a été émise et portée sur le bilan de la Banque centrale. Profitons-en, on va l'effacer tout de suite et puis on verra par la suite comment ça se passe. De toute façon, les taux d'intérêt sont à zéro, donc on n'aura jamais de problème de soutenabilité. Je suis d'accord avec le fait que le taux d'intérêt soit à zéro et que ce soit bien le moment de finalement faire de la bonne dette. J'aime bien cette question de bonne dette. J'ai en cela une fidélité à mon patron précédent qui était Mario Draghi et qui s'est très peu exprimé depuis qu'il est parti de la Banque centrale européenne. Mais une chose qu'il a dite, c'est qu'il y avait deux fois, exactement, il a dit qu'il y avait de la bonne dette et de la mauvaise dette. Et je pense que c'est absolument central. Donc protégeons le bilan de la Banque centrale, en particulier dans une union monétaire comme la zone euro qui a encore ses faiblesses. Mais saisissons l'opportunité de la dette commune. Et effectivement, ça a été dit aujourd'hui, on a aujourd'hui, grâce au plan de relance, grâce aux institutions qui sont mises en place et les directives sont en train d'être passées, on va avoir de la dette collective. Cette dette collective, ça peut donner des idées effectivement de projets communs, et je ne vais pas revenir dessus parce qu'on l'a tous dit depuis très très longtemps. Mais l'existence même de cette dette collective va pouvoir permettre, tout en protégeant le bilan de la Banque centrale et l'indépendance de la Banque centrale, de lui donner un rôle dans la transition énergétique, dans tout ce qui est financement du vert et dans la gestion finalement de ces valeurs européennes qu'on peut porter, qui est déjà portée par la génération prochaine et qu'on doit pouvoir porter collectivement. Donc ne faisons pas le suicide de l'euro en demandant à la BCE d'annuler la dette publique aujourd'hui. Je pense que c'est, à mon avis, quelque chose soit d'assez naïf, soit d'assez mal intentionné. Ce sont des dettes publiques et la dette climatique, si je comprends bien. Oui, on pourra développer ça dans un autre contexte. Merci beaucoup, Natacha. Olivier Pastré, vous êtes le dernier à parler, mais vous allez, comme d'habitude, dire les choses les plus importantes. Et l'Afrique dans tout ça, Olivier. Oui. On parle de leadership, mais parlons de l'Afrique. Je voudrais commencer, c'est une introduction à mon propos, à faire deux remarques sur l'enquête qui nous a été présentée. D'abord, le fait que Xi Jinping soit 29 fois moins dangereux que Trump, c'est quand même un sujet d'éternel émerveillement. Pas forcément rassurant. Non. La deuxième remarque, et là c'est directement mon sujet, dans les conflits qu'on imagine, il n'y avait absolument pas l'Afrique. Bon, étonnant, non? Voilà. Comme il se trouve que les sujets de conflit, en numéro 1, il y a les matières premières, et en numéro 2, il y a l'immigration. Voilà, ça me paraît un peu étonnant. Les intervenants, en gros, étaient, puisque je suis le dernier, je peux juger, je peux donner les notes, étaient assez pessimistes dans leurs propos et finissaient par quand même un petit peu d'optimisme. Donc je vais faire le contraire. L'Afrique, c'est la grande inconnue. Alors, on peut me dire que la Chine aussi, les États-Unis aussi, mais l'Afrique, de 54 pays, c'est très compliqué. Incontestablement, il y a des atouts. Une croissance qui était très forte, pas totalement équilibrée, mais très forte, en gros autour de 5%, des matières premières à profusion, pas transformées, mais à profusion,
un niveau d'éducation qui s'est considérablement amélioré au niveau des 20 dernières années, même s'il est très insuffisant et qu'on partait de très loin. Mais enfin, il y a un effort dans ce domaine-là qui est incontestable. En matière technologique, des bons technologiques dans certains secteurs, je prends évidemment le plus connu qui est tout ce qui concerne les télécoms, ça a permis de bancariser 50% de la population africaine, alors qu'il y a 10 ans, le taux de bancarisation était de 5%. Donc il y a dans ce domaine-là, évidemment, un potentiel. Et puis, divine surprise, le Covid, on s'attendait un tout petit peu, compte tenu de la fragilité des systèmes de santé dans ces pays-là, à une hécatombe. Les chiffres des dernières semaines ne sont pas bons, mais en gros, le continent a connu une résilience que personne n'attendait. Enfin, si on lit ce qui a été écrit au moment de la première vague, c'est absolument frappant. Ça tient probablement à la jeunesse de la population. Je rappelle qu'il y a 3% des Africains qui ont plus de 65 ans, donc le potentiel des EHPAD est un tout petit peu moindre que en Europe, un habitat moins dense, une moindre mobilité. C'est probablement un mélange de tous ces facteurs qui font qu'en tout cas, le Covid, pour le moment, est à peu près jugulé. Et dernière bonne nouvelle, après il y aura les mauvaises, dernière bonne nouvelle, un début d'intégration, une amorce d'esquisse d'embryon d'intégration. Alors, quand on compare avec l'Europe, il y a un peu de retard, même si l'Europe est elle-même en retard sur son calendrier. Mais le fait qu'il y ait un marché commun qui soit créé au début de l'année 2020 est quand même une bonne nouvelle. Qu'on discute d'une monnaie commune, même si elle n'est pas commune à tous, et que le CFA, on va peut-être pouvoir en discuter. Tout ça, c'était des sujets qui, il y a 2 ou 3 ans, n'avaient pas lieu d'être, ou en tout cas ne se produisaient pas. Donc tout ça, ça fait quand même des éléments qui font que l'Afrique, je rappelle juste un chiffre qui balaye évidemment tous les autres, en 2100, l'Afrique, c'est 4,5 milliards d'habitants, c'est-à-dire 40% de la population mondiale. Ça mérite quand même qu'on s'y intéresse. Évidemment, ces atouts sont contrebalancés par des handicaps. J'en cite quelques-uns. Le premier, le plus important, c'est l'artificialisation des États qui se sont faits et qui créent des conflits transfrontières qui sont très difficiles et qui sont une des sources de la corruption. Alors la corruption, il n'y en a pas que en Afrique, mais il y en a aussi en Afrique. Et donc, il est clair que là, on part avec un handicap assez fort. Deuxièmement, en matière industrielle, la transformation de la valeur ajoutée peut mieux faire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a dans ce domaine-là un retard qui ne se rattrape pas très rapidement. Et puis, depuis la crise actuelle, il y a à la fois une baisse des investissements directs étrangers, donc l'alimentation du financement de la croissance, et aussi une croissance des partenaires commerciaux qui a baissé, et qui donc va avoir forcément un impact. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que tout n'est pas rose. Ensuite, il reste, après les atouts, les handicaps, il reste des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Si quelqu'un sait, il faut me prévenir. C'est la population. 4,4 enfants en moyenne. Est-ce que c'est gérable durablement en maintenant un niveau d'éducation qui soit satisfaisant? C'est la question numéro 1 pour les 20 ans en Afrique. Deuxième question, la dette. Il faut
je vais y revenir au final, il faut des capitaux. Alors le FMI a fait un petit effort en annulant une partie non nulle des taux d'intérêt, mais je pense que ça reste quand même un peu limité. Mais c'est une question pour l'avenir, comme toujours dans le même registre, la question de la conditionnalité. Est-ce que le financement se fait avec ou sans conditionnalité? Et si c'est avec conditionnalité, ce qui paraît pas complètement absurde, quelle conditionnalité? Il est clair que là, il y a des points d'interrogation. Troisième interrogation, je l'ai déjà évoqué, la monnaie. Quid des monnaies à venir, de leur intégration possible. Enfin, au niveau des migrations, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont être nombreuses. Est-ce que ça va être du brain drain ou pas? Pour le moment, c'est quand même un peu ce qu'on voit. On ne voit pas que ça, mais on voit ça. Et avec une augmentation du niveau des migrations qui paraît irréversible et malheureusement très rapide. Enfin, dernière question qu'on peut se poser, c'est les relations avec la Chine. La Chine achète l'Afrique. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il y a des réactions? Là-dessus, c'est quand même des points d'interrogation. Alors voilà, quelles sont les solutions? Il y en a au moins 4 ou 5. Vous avez tout ça dans ce petit livre que je vous recommande, qu'on a écrit avec Patrick, puisqu'on a le droit à la pub, qui s'appelle L'économie post-Covid, qui va bien au-delà de l'Afrique, mais ça ne peut pas nuire quand même d'en parler. En ce qui concerne l'Afrique, c'est très simple. L'eau. J'en ai pas parlé, mais 30% de pluviométrie en moins depuis 70 au Sahel. Il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe au Sahel aujourd'hui. 2, l'éducation, évidemment, compte tenu des jeunes. 3, l'administration, à réformer assez largement. 4, les chaînes de valeur productives. Et 5, les capitaux. Et je voudrais terminer par là, parce que ça nous interroge aussi. La Commission économique africaine a sorti un rapport disant qu'il fallait, très rapidement, en gros dans les 5-6 années qui viennent, pour l'ensemble de l'Afrique, 44 milliards de capitaux nouveaux. Ça, c'est la version basse. Et la version haute, c'est 440 milliards. Où est-ce qu'on va les trouver? Sachant que toutes les banques du monde, à peu près, non africaines, ont quitté l'Afrique, que les marchés de capitaux sur place sont quand même très limités. Donc, il va falloir trouver des passerelles financières qu'on n'a pas trouvées, à majorité publique, mais il faudra que le privé s'y mette aussi. C'est à la fois une question, une inquiétude et guerre et paix, c'est comme ça que ça s'appelle. Si on ne veut pas la guerre, il va falloir régler ce problème. Merci beaucoup. Merci Olivier. Je crois qu'on arrive juste à l'heure. J'aurais aimé qu'on fasse un dernier tour de table, mais on nous a demandé de terminer à 10h. Donc il est quasiment 10h. Peut-être, Michel Aglietta, vous avez pris plein de notes. C'est très bien. Donc finalement, qu'est-ce que vous avez pensé en 3 minutes? On est optimiste à l'issue de ce débat? Non, mais simplement, ce que je reviens sur l'essentiel. Je veux dire, ce qui me paraît l'essentiel, c'est que il doit y avoir un changement de régime de croissance complet, dont l'écologie politique doit être le cœur, et il y a une très grande urgence. Cette très grande urgence, elle renvoie notamment à la révision des intentions dans le cadre de l'accord de Paris de l'année prochaine, où on verra si les gouvernements engagent vraiment ce processus. Parce qu'on a vraiment besoin de changer les politiques, disons, de changer les structures de production dans le sens d'une économie circulaire, dans le sens d'une restructuration industrielle, en effet, mais une restructuration industrielle pour le problème climatique,
Les modes de vie, hein, le mode de vie américain, si on prend au niveau de la consommation, et non pas au niveau de la production par tête, mais la consommation, le gaz, disons, les gaz à effet de serre émis par habitant aux États-Unis sont 4 fois ceux de l'Europe, ceux de la Chine. Hein. Alors qu'au niveau de la production, c'est pas ça, parce qu'ils importent tous les produits sales de Chine jusqu'ici. C'est impossible. Apprendre à consommer autrement. C'est ça, mais c'est le cœur de la question aujourd'hui. On en parle déjà maintenant avec la crise pandémique. Et puis, les territoires. C'est vraiment crucial, en effet. Ça inscrit dans les territoires le nouveau mode de production, je pense, considérablement. Merci pour cette brillante synthèse. On rend le micro. Je vois Pierre Pascal qui me dit « Parfait, il est juste l'heure ». Et nous passons à la prochaine table ronde. Merci à vous tous.